Sur le 106.6 de la bande FM jusqu'à 14h. Nous sommes en compagnie de Pascaline Provost, responsable de l'antenne lilloise de l'École européenne des philosophies et psychothérapies appliquées, qui puise ses sources dans la psychanalyse jungienne. Alors pour commencer, dans quelles circonstances, Pascaline Provost, finalement au départ professeur d'anglais, vous avez rencontré la psychanalyse ? Alors la psychanalyse, en fait, moi j'ai commencé à rencontrer Jung il y a très longtemps lorsque j'ai fait des études de graphologie. Et donc ça remonte à quelques années. Et quand j'étais moi en terminale, évidemment en terminale littéraire, en philosophie, nous n'avions pas évoqué Jung, mais Freud oui. Bien sûr, mais pas Jung. Et quand j'ai fait des études de graphologie, j'ai découvert Jung qui m'a enthousiasmée. Ça a été la première rencontre. Donc ça a été le coup de foudre en fait. Ça a été le coup de foudre, oui, exactement, parce qu'il avait quelque chose qui correspondait à ce que j'attendais, d'une grande ouverture, cette dimension spirituelle qui me semble extrêmement intéressante et d'autant plus intéressante de nos jours. Alors vous n'avez pas fait que de la graphologie, vous avez fait de la PNL. C'est quoi la PNL ? La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Alors c'est un grand mot. Parfois certains considèrent un gros mot. C'est en fait un outil un outil de communication et qui, lorsqu'il est bien enseigné et lorsqu'il est bien intégré, peut être très puissant et permet une vraie communication. Souvent a été utilisé, un peu galvaudé dans des domaines commerciaux et c'est un peu dommage. Alors j'ai lu dans votre CV que vous aviez une formation de biologie totale et de décodage biologique. Alors oui. Je me suis demandé ce qu'était le décodage biologique et à quoi ça pouvait servir. Alors moi j'ai eu cette formation-là à Bruxelles avec Claude Sabat. Et puis j'ai refait un deuxième séminaire, les séminaires duraient 16 jours avec Angela Hoffmann. Et c'est une autre manière de regarder la maladie. C'est-à-dire que il est considéré que dans notre corps, si le psychologique n'arrive pas à faire face à certains conflits, ça va se biologiser dans le corps et donc il y a un certain nombre de maladies qui s'expliquent par cette biologisation effectivement de quelque chose, de conflits qui n'ont pas réussi à être ni traversés ni dépassés et donc réglés. Et donc finalement, ça rejoint un peu la psychanalyse. Alors, si on devait rester à définir le périmètre de notre sujet, depuis le début, c'est la psychanalyse. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par psychanalyse ? C'est un mot qu'on croit tous connaître, mais si on donnait une définition simple. Oh, ça c'est pas le plus simple, justement, parce que qui dit psychanalyse, souvent les personnes entendent Freud. Ah oui, obligatoirement. Évidemment. Et c'est quand même lui le père de la psychanalyse et c'est important de lui rendre hommage. Et puis la psychanalyse a énormément évolué. Et en passant par Lacan, en passant par Jung évidemment, et donc c'est une manière de rencontrer la personne, mais dans sa totalité, sa globalité, c'est-à-dire à la fois dans le conscient et surtout dans l'inconscient. En sachant que le conscient, c'est 2% de ce que nous pouvons percevoir et donner, et les 98% sont dans l'inconscient. Et donc ça veut dire que c'est les 98% qu'on ne connaît pas. Exactement. Alors souvent, pour Freud, l'inconscient, c'est plutôt quelque chose qui a été refoulé, alors que pour Jung, il y a à la fois ça, mais aussi un grand nombre de choses qui ne sont pas apparues jusqu'alors et qui sont restées, qui sont dans l'ombre, ce que lui appelle l'ombre, et qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Donc il n'y a pas que le refoulement, selon lui. Heureusement. Mais finalement, la psychanalyse, à quoi ça sert ? Alors je pense que c'est une manière d'apprendre à mieux se connaître,
à se comprendre. C'est un vrai chemin. Je fais référence notamment à ce que Jung appelle le processus d'individuation. Alors ce fameux processus d'individuation, et à ne pas confondre avec individualisation, donc ça c'est vraiment propre à Jung. Il y a quand même la racine individu. Et il y a quand même la même racine, effectivement. Selon Jung, en fait, le but d'une vie est de passer de l'ego, ce que notre petite personne, au grand soi, soi avec un S majuscule. Et pour lui, c'est un cheminement intérieur par lequel nous allons tenter de devenir le plus conscient possible afin de nous auto-engendrer en tant qu'individu particulier, homme, être humain parmi les autres êtres humains, mais unique, être unique et singulier. Et c'est en fait une sorte de seconde naissance. Et pour lui, devenir conscient de son soi, c'est permettre aussi à l'univers de devenir conscient de lui-même. Ce qui est quand même important. Et je pense que de nos jours, cette dimension-là me semble importante à aller investiguer et explorer. En tout cas, c'est sacrément ambitieux. Là, on a défini la psychanalyse selon Jung. Ce serait bien de rappeler quand même que si Jung s'est fâché à un moment avec Freud, au tout début, il le considérait comme un père. Oui, absolument. Absolument. Et ils se sont séparés d'ailleurs avec ce qui a occasionné pour chacun des deux une dépression. Jung, nous connaissons la grande dépression de Jung et cette traversée et cette plongée dans les profondeurs et dans la nuit noire de l'âme qui a duré quand même 3 ans. Mais ce qu'on oublie souvent et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Freud aussi a vécu une dépression quand il y a eu cette séparation. Mais alors du coup, Jung, il a fait comment pour se soigner? Il n'est pas allé voir Freud? Non, il n'est pas allé voir Freud. Il a demandé de l'aide à d'autres personnes. Et puis il a accepté aussi cette plongée dans les profondeurs. Oui, il a réfléchi et c'est peut-être, j'imagine comme ça, qu'il a trouvé des choses. Oui, et c'est pas seulement au niveau de la réflexion, parce que la réflexion, ça resterait quelque chose de mental. Vraiment la plongée dans les profondeurs, ce que lui appelle la psyché. Et psyché, ça vient du grec psyché, qui signifie le souffle, et d'ailleurs le souffle froid, d'ailleurs. Et c'est ce que lui va appeler l'âme. Alors évidemment pas au sens religieux du terme, et il pourrait y avoir de la confusion, mais dans un sens spirituel, et cette dimension de nous qui est bien plus grande que juste notre incarnation sur Terre dans notre corps. Ce que vous êtes en train de dire me fait penser que le souffle aurait un rapport avec l'énergie et l'énergie renverrait aux Chinois. Oui. Et finalement, les Chinois ont un nom pour ça, c'est le Qi. Exactement, ce que j'allais vous dire, le Qi, absolument. D'accord, donc il est allé voir du côté des philosophies orientales. Ah, mais de toute façon, Jung a beaucoup voyagé. Et il est allé vraiment partout, en Asie, en Afrique, il est allé chez les Dogons notamment, et fort de toute son expérience et de tous ses voyages, il est revenu enrichi, et c'est ce qui lui a permis de proposer notamment cette dimension de l'inconscient collectif, aujourd'hui un peu banalisé, mais je pense que les personnes ne savent pas que c'est Jung qui a proposé cette notion d'inconscient collectif. Et d'ailleurs que vous allez tout de suite préciser. Alors, qu'est-ce que l'inconscient collectif? L'inconscient collectif, ça veut dire cet inconscient du monde qui nous relie tous. Et il l'a vu notamment au travers de rêves. Et se rendant compte que où que nous soyons, il y avait des similitudes entre les différentes cultures, ce qui lui a permis d'aller évidemment investiguer davantage et de pouvoir sortir ces notions notamment d'archétypes. Puisque suivant les personnes et dans les différentes cultures, on retrouve les mêmes
les mêmes personnages, la grand-mère, le père, et notamment aussi la dimension de animus et anima. L'animus étant la dimension masculine et l'anima la dimension féminine. Et chaque être a à l'intérieur ces deux parties-là. Alors évidemment, pour un homme incarné en homme, il aura développé sa partie féminine, son anima, et pour la femme, elle aura développé son animus. En fait, il a recyclé le yin et le yang. Oui. Finalement, rien ne s'invente, tout se transforme. Alors, il y a des outils quand même précis dont dispose la psychanalyse jungienne pour arriver à se trouver, justement. Alors les outils, effectivement, alors en général, j'aime pas beaucoup utiliser le terme d'outils parce qu'il y a un côté boîte à outils, un côté livre de recettes. Et si c'était si simple que ça, chacun ouvrirait la même boîte à outils et puis voilà. C'est évidemment un peu plus subtil et complexe. J'ai bien dit complexe et pas compliqué. Et donc ça suppose qu'il y ait, lorsque des personnes vont voir un thérapeute analytique, on appelle ça la psychothérapie analytique, pour différencier de la psychanalyse pure, notamment de Freud. Et pourquoi analytique ? Parce que justement, ça fait pour différencier, et c'est vraiment faire l'analyse de soi. Et quand vous regardez dans un dictionnaire de psychanalyse, par exemple, lorsque c'est des références à Jung, il sera marqué psychothérapie analytique, justement. Alors, on a dit qu'il s'appuyait sur des symboles, sur des mythes, sur les religions. Et en quoi, justement, cette approche, aujourd'hui, est-elle pertinente ? Parce que, justement, pour moi, elle permet d'ouvrir davantage. C'est la notion, notamment, d'ombre et lumière. L'ombre, je pense que si vous regardez le monde aujourd'hui, le monde montre son ombre de façon assez gigantesque partout. Et c'est important de ne pas justement se réduire à son ombre et de savoir que nous sommes un noyau de conscience qui est notamment unique, dont je parlais tout à l'heure, singulier aussi, qui est inviolable, qui est impénétrable et indestructible. Et donc, savoir que nous sommes d'abord et avant tout êtres de lumière, et quand je dis être, c'est vraiment avec un E majuscule, et de savoir qu'au-delà de l'ombre que les personnes présentent, il y a toujours la lumière, parfois bien cachée, certes, mais elle est ce que Elisabeth Kubler-Ross, qui a beaucoup travaillé, qui a mis en place les soins palliatifs, elle appelle ça, nous avons tous un Hitler en nous et nous avons tous une mère Teresa. Voilà qui est clair là, comme ça, effectivement. À qui s'adresse la psychanalyse jungienne ? À tout un chacun. C'est, j'allais dire, c'est ouvert à tout le monde. Et je sais que notamment dans l'école que nous avons ouverte, Christian Legrand et moi, l'antenne de Lille, il y a des personnes qui viennent de divers horizons. Et certaines personnes qui sont déjà psychologues, par exemple, mais aussi des personnes qui viennent du milieu hospitalier, des personnes qui sont des gestionnaires, des personnes qui viennent de la musique, de la communication. Il y a toutes sortes de personnes et il y a certainement pas d'interdiction. Alors là, on parle de la formation, mais moi je pensais en termes de patients. Oui. Est-ce qu'il y a des cas qui sont plus indiqués que d'autres pour une psychanalyse freudienne ou pour une psychanalyse jungienne ? Alors, j'ai pas envie, moi, de rentrer dans des formes de clivage et de querelles d'école. Ce qui me semble important, c'est que le patient... moi, j'ai cette conviction, de toute façon, que chaque personne a tout en elle et le sait.
sauf que c'est quelquefois bien enfoui, et que la proposition, c'est que la personne puisse apprendre à se souvenir, ce qu'on appelle la maïeutique. Hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, c'est sûr qu'il n'y avait pas besoin de Freud. Exact. Bon. Et donc, chaque patient sait ce qui va lui convenir. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Les personnes qui viennent me voir savent à un niveau évidemment inconscient ce que je vais leur proposer. D'autres personnes se retrouveront mieux allongées sur un divan à pouvoir progresser pendant beaucoup plus longtemps souvent et de pouvoir aller avec l'aide d'associations à la découverte de soi. L'important c'est que les personnes puissent aller à la rencontre d'elles-mêmes et c'est ça qui me semble le plus important. Donc il faut laisser parler son intuition. Absolument. Vous avez dit il y a un divan ou il n'y en a pas en fait chez Jung, il n'y a pas de divan? Non, il n'y a pas de divan. Il y a un fauteuil. Il y a un fauteuil, voilà. Chez moi il y a un fauteuil. Et ça change totalement la relation entre le patient et les psychothérapeutes. Oui. Parce qu'être allongé, on est déjà en position de faiblesse. Alors, si vous dites ça à un psychanalyste freudien, je pense qu'il ne sera pas d'accord. Pour moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'avoir la personne en face de moi, de la regarder surtout, parce que son corps m'indique beaucoup d'éléments. Et les silences, tout est langage. C'était Françoise Dolto qui disait ça, hein, tout est langage. Et notamment dans la communication, nous savons très bien qu'il n'y a que 7% de verbal et 93% de non-verbal. C'est la fameuse communication non-verbale. Absolument. Oui. Alors revenons à votre école. Sur quel constat elle est née, cette école ? Sur le constat que, alors l'école a été créée donc par Nicolas Kna et Nicolas Attali en 2004. Et puis il y a eu des ouvertures. Ensuite il y a eu Oulgat, il y a eu Barcelone, il y a eu Bruxelles. Et puis avec Christian Legrand, nous nous sommes rendus compte que en fait il y avait rien au nord de la France. Et donc en 2011, c'est Christian Legrand qui m'a proposé, lui aujourd'hui est aussi directeur d'une école de coaching, il m'a proposé d'ouvrir une antenne à Lille et ça a été avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Et la première promo, puisque l'école dure 5 ans, la première promo est sortie en décembre 2015. Donc tout récent, oui. Alors il y a dans l'intitulé de votre école le mot psychothérapie, ce que l'on comprend bien, mais aussi le mot philosophie. Oui. Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ? Alors pour nous, les deux sont reliés. Nous nous appuyons notamment sur les philosophes et sur les anciens. Et c'est ce qui est noté sur notre plaquette, et qui est une phrase d'Aristote, c'est « Trouver le moyen de donner sens à vos circonstances et appliquer les principes qui vous guideront le mieux, cela s'appelle la philosophie appliquée ou sagesse pratique. » Et oui, ça c'est notre fondement. Le côté sagesse pratique. Oui. Alors 5 ans d'études, c'est sérieux et c'est long. Est-ce que c'est le temps optimum pour former un praticien ? Alors pour nous, c'est minimum. Bon. C'est-à-dire que il y a effectivement des cours à suivre, il y a des intégrations, mais la grande différence, c'est que ces cours sont davantage une co-création. Alors évidemment, il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre côté les ignorants, hein, qui seraient d'un côté les enseignants et puis de l'autre côté les élèves, puisque nous partons de la base qu'il n'y a qu'à se souvenir. Hein. Donc ça dure effectivement 5 ans et que en parallèle nous proposons aux personnes d'aller aussi explorer pour elles-mêmes. Si un jour ces personnes veulent accompagner
d'autres personnes, il nous semble plus que nécessaire et totalement évident d'aller aller soi-même explorer notre intérieur, d'avoir nettoyé, d'avoir été regarder notre ombre, d'avoir accueilli et accepté aussi avec beaucoup d'humilité notre lumière, et pour pouvoir permettre aux personnes d'aller se connecter à leur puissance. Et pour tout ça, je pense qu'il faut évidemment bien 5 ans. Exactement. Et peut-être même toute une vie. Oui, c'est ce que dit Jung. Jung dit, de toute façon, d'abord, on n'est pas jungien, et qu'il faut peut-être toute une vie, sinon plus. Et Jung dit d'ailleurs, apprenez, et face à votre patient, oubliez tout. Ça veut dire que nous avons déjà fait ce chemin d'individuation, mais qui est dire effectivement toute une vie, et sinon plus, si le chemin sur Terre n'est pas suffisamment long. Mais que face aux patients, nous avons d'abord et avant tout une personne. Quels sont les débouchés qu'offre votre école et pour quel métier ? Alors, les personnes peuvent effectivement s'installer au bout des 5 ans, puis en ayant fait des stages pratiques dans soit des hôpitaux psychiatriques, soit des EPSM, pour aller voir comment faire avec notamment des patients psychotiques, d'avoir fait un mémoire. Et puis d'avoir aussi, nous proposons aussi des séminaires de 1 semaine tous les ans qui qui dure 6 heures par jour et pendant donc 5 jours. Et donc là, il y a tout un cursus, c'est pas que l'école évidemment, mais il y a un ensemble de cours d'intégration, de co-création, et évidemment aussi de lecture. À chaque cours, nous proposons des pistes de lecture. Moi, je sais que quand j'arrive, je propose mes livres, je prête les livres. Alors quelquefois, c'est un peu impressionnant pour les élèves parce que je viens de terminer un cours sur l'amour et je suis en train d'en proposer un sur la mort. J'arrive avec 25, 30 livres. Bon, ça peut paraître impressionnant au départ. Mais bon, je leur dis, vous avez le temps. Il y a un choix. Puis il y a un choix. Et il y a un choix. Et en général, je leur présente en leur disant, voilà ce que moi j'ai lu, ce que je vous propose. C'est une ouverture. Et c'est une ouverture, oui. Très bien. Eh bien, Pascaline Provost, merci.